Bonjour, bienvenue à cette présentation des incontournables de la salle de montre du mois d'octobre, les nouveautés qu'on va retrouver en salle de montre. Donc, incontournable, ce mois-ci c'est un peu particulier, j'ai des très bons livres à vous présenter. La salle, côté adulte, elle est relativement petite, donc le terme incontournable, sur le coup, je me suis dit peut-être qu'il y en a peu, pas, mais finalement, le cru, devrais-je dire, est très bon. Alors oui, ce sont des livres incontournables dans le sens où, non pas peut-être par leur rareté, mais par le contenu, ça c'est sûr et certain, de ce mois-ci. Alors, on commence tout de suite. En poche, une sortie des éditions Luxe, ici au Québec, d'un classique, revue augmentée, un classique des années 60, l'anarchisme, une histoire des idées et mouvements libertaires, de George Woodcock. C'est un classique en son genre, et ça fait vraiment le tour. Moi j'ai adoré ça. J'aime explorer ce mouvement radical, mais qui est très riche, qui n'est pas... Il ne faut surtout pas s'arrêter aux termes galvaudés et laminés sur l'anarchisme avec les idées préconçues qu'on peut avoir dessus. C'est un mouvement très riche et l'auteur va passer en revue, dans le fond c'est le mouvement mondial. Il s'attarde en Russie, en Espagne, en Angleterre, en France, les origines, les différents mouvements, les différentes idées, le choc aussi des idées à l'intérieur, à l'interne du mouvement comme tel, des idées anarchistes. Donc c'est très intéressant. Étudiant grand public, on se plonge là-dedans. C'est sûr que c'est une très bonne somme. C'est en poche, donc l'écriture est relativement petite, mais c'est un classique du genre ici. Un livre, comme je vous disais, incontournable, je ne sais pas, mais très intéressant, oui, ça c'est sûr et certain. Ici de Michel Beauvais, aux éditions Reliées, Deshimaru, Histoire vécue avec un maître zen. Pour ceux et celles qui connaissent ou qui pratiquent le zen, Deshen Deshimaru était un très grand maître zen. Et voilà, il a écrit un grand nombre de livres sur le zen. Ça a été un des pionniers dans l'éclaircissement de ce mouvement en Occident, dans l'importation également. C'est un très grand maître ici de la méditation zen. Et là, moi ce que j'aime aussi beaucoup, maintenant que vous m'écoutez régulièrement, j'aime beaucoup les histoires vécues. Donc là, c'est oui, dans l'entourage de Deshimaru, ce sont les gens qui l'ont côtoyé de très près pendant des années, soit dans des retraites, dans les monastères, dans l'évolution de son travail. Donc c'est très intéressant. C'est, je ne dirais pas purement anecdotique, mais ça va au-delà de l'anecdote, même si ça en est rempli. On voit surtout, ce qui est, moi je trouve très intéressant, la vie personnelle, singulière, et dans le bon sens du terme, ordinaire d'être si merveilleux ici. Oui, livre très curieux, très plaisant à lire, livre d'histoire, récit de voyage au Septentrion. Récit de voyage parce que c'est le voyage de Madame Davenport, sous-titré 14 jours d'enfer sur le chemin du lac Saint-Jean, 1871. Alors pour ceux et celles qui connaissent, Madame Davenport était une grande, comme il l'appelle, une grande aristocrate, j'allais dire bourgeoise, mais aristocrate, qui vient séjourner au Québec, à Québec, dans la ville, et décide avec son mari, un guide autochtone et deux cavaliers, je pense, de cocher, de dire « Ah tiens, on va faire une balade au lac Saint-Jean ». Et en 1871, naturellement, il n'y a pas vraiment de chemin, enfin oui, mais pas vraiment comme on le connaît, comme on va le connaître plusieurs années après, aujourd'hui naturellement, qui traverse le parc des Laurentides. Donc on s'en va à cheval et pour une randonnée
comme on peut s'imaginer une belle après-midi d'été, mais c'est 14 jours d'enfer qu'ils vont vivre, et c'est raconté. Donc, j'ai l'air de rire, mais c'est pas drôle. Ils vont connaître la faim, naturellement les moustiques, les bêtes, les marécages, la pluie, le froid aussi, même s'ils ne sont pas en hiver. On sait que dans le parc des Laurentides, il peut faire très froid au mois de juillet en haut. Donc c'est ça. Et c'est un récit de première main qui est édité par Michel Tremblay, universitaire ici au Québec. Donc c'est une tranche, encore là, vécue de l'histoire du Québec, l'exploration, entre guillemets, sans que ça en soit une vraie, entre guillemets. Voilà. Vous trouverez ici, dans la section Essais littéraires en littérature, Myriam Saint-Gelais brosse une histoire de la littérature inoue, très intéressant, très complet, un beau travail de recherche, un beau panorama de la littérature. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent s'initier des origines jusqu'à nos jours, quoi lire, les auteurs, le type également de littérature, on s'entend ici, qu'est-ce qu'on entend effectivement par littérature inoue. Voilà, un grand public, étudiants, professeurs, vont être ravis de cette étude ici. Dans la mouvance, dans la presse, les médias, on entend parler depuis quelques années par des mini-scandales, si on veut, dans le monde universitaire. Je parle ici de liberté universitaire et justice sociale, par deux auteurs aux éditions Libère, ici au Québec. Bon, j'en ai déjà parlé, des éditions Libère, notre éditeur national d'essais et de documents philosophiques, psychanalytiques, sciences humaines, sciences sociales, depuis de longues années. Très belle maison d'édition ici. Donc un petit livre très éclairant qui va se contenter, qui va volontairement, un beau travail universitaire qui va circonscrire effectivement le choc, ou du moins ces deux idées qui se côtoient, la liberté universitaire, donc comme on a vu dans les journaux récemment, Québec promu des lois sur cette liberté universitaire d'enseignement et ainsi de suite, naturellement dans le respect, et de l'autre côté, une recherche de la justice sociale. Donc, est-ce que les questions sont très bonnes parce que est-ce que c'est viable, est-ce qu'on peut littéralement enseigner, la liberté d'enseigner des œuvres qui peuvent être perturbantes aujourd'hui, tout en conservant, ou du moins en ne faisant pas fi d'une justice sociale. Donc, j'en parle parce que c'est grand public, c'est très très éclairant, beau travail intellectuel là, pour savoir de quoi on parle dans les médias, et surtout arrêter de s'arrêter à des idées préconçues et arrêter sur non, on peut pas, oui, non. Voilà, très éclairant. Je réserve 3 bons livres pour la fin. Ici, là, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un manuel, entre guillemets, pour professionnels, en premier lieu, puisqu'on parle ici des presses de l'Université du Québec, les BUQ, mais en même temps pour un grand public très curieux, pour les professionnels naturellement. Je parle ici de l'image corporelle sous toutes ses formes. Alors, c'est un bel ouvrage, dans le sens où il y a énormément de données. On aborde l'image corporelle dans sa globalité, que ça soit à la suite d'une amputation, que ça soit à la suite d'une maladie. On pense naturellement aux cancers qui peuvent priver naturellement une certaine partie du corps. Donc c'est vraiment, c'est ça, l'image corporelle, comment elle se construit, comment elle se vit à travers un vécu dans différentes circonstances. On s'entend, c'est complexe,
c'est abordé d'une façon universitaire, mais là encore, universitaire, mais avec explication à la page. Et, donc c'est ça. Moi, je ne l'ai pas lu au complet, mais je veux dire que certaines sections m'ont bien, j'ai bien aimé et très enrichissant de ce côté-là. Voilà. Alors, les 3 derniers livres, ici en philosophie, dans la collection dont j'ai déjà parlé, chez Vrin, éditeur français de philo, dans leur collection philosophique concrète chez Vrin. Donc concrète, une belle collection ici, je le répète, qui va mettre de l'avant des auteurs et des livres à teneur philosophique, avec une haute réflexion philosophique, mais à travers toujours histoire vécue, proche de la personne qui écrit, donc dans le sensible. Et ici, la maladie, le cri de la chair. Alors, l'auteur, Avi Carel, se met lui-même en scène, devrais-je dire, dans ce récit philosophique, parce que c'est émaillé d'une richesse absolument incroyable sur le thème de la maladie, mais c'est ça, la souffrance, le vécu de la maladie, de la souffrance, de la vie, de l'angoisse liée à ça, de l'anxiété. Comment traverse-t-on la maladie? Qu'est-ce que c'est la maladie exactement? Donc, on est dans une recherche philosophique, ça c'est indéniable, mais c'est un grand public de par la façon, le style que c'est abordé. Ce n'est pas un traité de pure abstraction sur des questions de quoi que ce soit. C'est des grandes questions, mais remises ici avec, comment devrais-je dire, très bien relié corps-esprit, mais dans un vécu de quelqu'un ici. Donc ça, c'est un incontournable. Ensuite, chez Libert également, un autre livre de chez Libert au Québec, de Bernard Andrieux, Être vif, être à vif, la vivacité du corps face à la dysmose. Je vais y revenir au sous-titre. Bernard Andrieux, c'est un grand spécialiste ici, il enseigne à Paris, un grand spécialiste du sport, de la philosophie du sport, et tout ce qui tourne également, puisqu'on est dans un esprit philosophique ici, sur fondamentalement le bien-être du corps, naturellement de l'esprit, et ce livre-là en est le reflet, vraiment très 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 bien. Je me suis posé la question, effectivement, la dysmose, qu'est-ce que c'est? J'avoue que j'en avais pas vraiment entendu parler sous ce terme-là. Et comme l'auteur le précise, c'est l'inverse de la cosmose. La cosmose étant ce sentiment sentiment corporel, spirituel, corporel, d'esprit, de faire partie d'un tout, et que cela nous donne des forces, que cela nous donne justement être vif, une vivacité, on fait partie de la nature, et c'est bénéfique de vivre ainsi. La dysmose, c'est tout le contraire. C'est par, là encore, des accidents de la vie, mais tout ce qui vient de l'extérieur et qui vient nous priver de cette vivacité, d'où le titre magnifique que je trouve, être à vif. Quand on dit l'expression oh, « je suis à vif », qu'est-ce que ça veut dire? Il part encore là de très très commun, connu, vécu pour toutes ces personnes-là. Et c'est ça, il va plonger là également dans une réflexion anthropologique, philosophique sur ça et comment, après avoir examiné les causes qui nous, dans le fond, nous rendent handicapés, devrais-je dire, au sens de la vitalité, nous privent de cette vitalité essentielle humaine pour vivre, dans le fond, pour construire, aimer et tout. Donc, qu'est-ce qui nous renferme, comment ça nous renferme et comment on peut s'en défaire. Donc c'est un livre éminemment pratique. Le dernier, absolument merveilleux. Finalement, il y a des incontournables. Je change mes propos du début. Dans
une édition que j'ai rarement croisée de Bruxelles, Vue de l'esprit. Très beau livre. Son titre, Au travers du visible, un parcours du regard, de l'auteur Damien Brohon, qui est un peintre à la base, qui est aussi depuis plus d'une trentaine d'années un enseignant du bouddhisme, qui pratique le bouddhisme. Et voilà, ça se lit n'importe où. N'importe où dans le sens où, en ouvrant le livre, n'importe où également. Je lis dans le métro, je lis dans l'autobus. Ce sont des fragments, plus ou moins longs. Donc c'est dans ce sens-là où on peut le lire, on peut ouvrir n'importe où. Et là, c'est éminemment pratique, éminemment quotidien, ordinaire dans le sens de la vie, ordinaire, dans le sens le plus beau du terme, parce que l'auteur part, un peu comme il est peintre, de faits vécus, d'un regard, de choses qu'il a rencontrées, qu'il a vécu lui-même avec des gens ou seul, dans la nature, en ville, des moments très très précis de vécu, du regard, et il va analyser, donc il y a des fragments un peu plus philosophiques que d'autres, une réflexion plus poussée avec des éléments théoriques provenant du bouddhisme, mais aussi de la phénoménologie, le courant en Occident ici, philosophique. Et c'est magnifique. Et vous allez avoir quelquefois des pages, si je peux en trouver ici, avec de magnifiques peintures, illustrations qui émaillent le livre et qui vont appuyer les propos. Donc moi je suis littéralement tombé en amour avec ce livre-là. C'est un livre de chevet, ça se relit toujours, tout le temps. Dans 1 an, 6 mois, 30 ans, ça sera toujours valide. Ça fait du bien de tomber sur des livres là où écrits par quelqu'un qui a du vécu, qui est très sensible et qu'on sent qu'il a une pratique, c'est ça, du vécu. Comment, dans le fond, la question que vous allez voir dans les premiers fragments, comment transcender le quotidien par un regard nouveau, renouvelé. Comment renouveler sa vie, comment renouveler son regard dans le monde tout à fait concret et vécu de l'ordinaire. C'est merveilleux. Voilà, ça conclut pour le mois d'octobre des incontournables de la salle de montre. J'espère vous y voir et j'espère que vous allez faire de belles lectures. Alors, à très bientôt et voilà, bonne salle de montre. Au plaisir.